Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à une autre émission de la course qui, comme vous le savez maintenant, est toujours remplie d'émotions. Et bien plus que jamais cette année, c'est aussi une émission remplie de 1001 objets. On peut dire que les candidats se font plaisir, ils se payent la traite. Ce que vous voyez en ce moment, ce n'est qu'une infime partie de ce qu'on a reçu. On a des boîtes et des boîtes à ne plus savoir quoi en faire. C'est rendu qu'on est obligé d'emprunter de l'espace dans les bureaux de nos voisins. Et on s'est même dit qu'advenant, par exemple, certaines difficultés à rencontrer le budget à la fin de la saison, on pourrait peut-être organiser une petite vente aux enchères, mais ça, on ne leur a pas dit. Enfin, ça reste à voir. Un mot au sujet du courrier, toujours aussi abondant. Merci de prendre le temps de nous écrire, d'une part. Là, je vous dirais qu'on était un peu même beaucoup en retard dans nos réponses. Ça s'en vient, je vous rassure. En début de saison, il n'y en avait que pour les juges. On n'était pas d'accord avec les pointages. Ça s'est calmé de façon extraordinaire. Il y a quelques semaines, les gens n'étaient pas d'accord avec le pointage donné à Marie-Claude comparé à celui de Sophie Lambert. Enfin, il y a aussi des grands fans de la course qui nous écrivent régulièrement. Je pense par exemple à Madeleine Laroche de Chicoutimi qui fait ses propres tableaux, qui compare ses notes avec celles des juges. Je vous dirais qu'à la 12e semaine, elle avait placé les 4 filles dans les premières positions, suivies de Marc, si je ne me trompe pas, et de Gérald. Allons-y maintenant avec nos juges pour cette semaine, à commencer par le juge invité, Hugo Léger, qui est journaliste au Devoir et critique de télévision. Il est agréablement entouré cette semaine de Micheline Langto, bonjour, et de Daniel Panton. Ben voilà qui est rassurant, test du sida négatif pour Sophia, qui est à Ahmedabad, c'est dans l'état du Gujarat en Inde. Gandhi a fait ses études non loin de là. Dans la recherche de son sujet, on lui a parlé d'une commune située au nord de Bombay et que fréquentent plusieurs étrangers. Bon, aux dernières nouvelles, elle ne s'est pas encore convertie, alors voici ce qu'elle a tourné. Non, mais j'aimais mieux vous avertir parce que le film qui suit a été tourné dans la commune de M. Hochot par votre tout dévoué, qui n'est pas entré dans la danse, qui n'a pas médité et qui n'a participé à aucune activité. Ce qui, selon les dires du maître, devrait enlever toute crédibilité à mes propos. Lui aussi en a eu des problèmes de crédibilité, entre autres en 1985, quand le gouvernement américain l'a renvoyé en Inde en l'accusant d'avoir empoisonné des gens et même d'avoir tenté d'en tuer dans la commune qu'il avait installée dans le désert de l'Oregon. Lui-même a accusé le gouvernement américain par la suite de l'avoir empoisonné pendant qu'il était en prison juste avant de retourner en Inde. Selon son docteur personnel à qui j'ai parlé quand j'étais dans la commune, ces geôliers américains l'auraient empoisonné avec du thallium, une drogue qui a un effet très très lent. Le maître spirituel est mort il y a 2 ans, mais sa commune est plus en vie que jamais. Dans la commune d'Hochot, n'entre pas qui n'a pas son test négatif de sida. Le gourou du sexe, comme il a longtemps été appelé, prône la liberté sexuelle et l'amour libre pour qu'une fois sa soif sexuelle apaisée, l'être puisse se vouer entièrement à la méditation. Si on m'avait dit avant le départ qu'on allait me faire une prise de sang en Inde, je pense que je serais pas partie. Oasis au milieu de l'Inde, la commune est inondée de verdure. À la demande d'Hochot, les disciples portent la robe marron et déambulent dans les allées pavées de marbre véritable. 11 acres de terrain parsemés de sympathiques petits cafés et d'espaces de repos. Ville dans la ville, la commune répond à tous les besoins. Et bientôt, une gigantesque piscine. Son goût pour le luxe lui a souvent été reproché. Il a déjà possédé 94 Rolls-Royce et il ne portait jamais 2 fois le même vêtement. Dans le seul but, disait-il, de démontrer que la possession de biens matériels ne va pas à l'encontre d'une vie spirituelle riche. Une philosophie qui attire plus de 10 000 fidèles chaque année. Jusque-là, la commune d'Hochot peut très bien se comparer à un club med ou à n'importe quel centre thérapeutique. Et moi, j'ai rien contre ça. Mais là où j'ai commencé à douter, c'est quand j'ai assisté à la fraternité des robes blanches. 2000 personnes réunies dans le noir, dans le hall du Bouddha, pour célébrer et chanter Hochot, qui depuis qu'il a quitté son corps, leur transmet ses paroles sur écran géant. 2000 personnes qui ont crié son nom en même temps. Je n'ai jamais aimé les foules, et celle-là m'a fait carrément peur. La vie d'amour et de méditation que propose Hochot est la seule façon d'arriver à changer le monde chaotique dans lequel nous vivons, m'explique un des porte-parole de la commune. Plusieurs habitent la commune depuis plus de 10 ans.
Aller au fond de soi pour arriver à mieux se comprendre, à être plus efficace, demande une forte dose de courage et requiert souvent une fuite temporaire, histoire de revenir plus fort. Mais si la fuite devient permanente, je ne vois pas comment ça peut aider à changer le monde. Au hasard de ma route dans la commune, j'ai rencontré des Québécois très sympathiques à qui j'ai demandé pourquoi ils étaient là. Moi, je suis ici parce que j'étais mal et malheureuse, mais là, ça va super bien. Toute la guerre puis l'égoïsme qu'il y a sur cette planète, ben ici, on apprend à passer au travers de ça, puis à être heureux, puis en harmonie. Si je suis venue ici, c'est parce que j'avais mal tout partout depuis 4 ans. Ici, je suis bien. On est venu apprendre à s'aimer puis à célébrer parce que ça manque beaucoup dans le monde. J'aurais tellement aimé ça les croire quand ils me disaient qu'ils avaient choisi le bon endroit pour apprendre à aimer. Mais malgré tous leurs efforts pour me convaincre, j'avais toujours l'impression d'être dans une sorte de nautilus spirituel. J'arrêtais pas de me demander comment ça se fait qu'autant de gens y croient et que moi j'y crois absolument pas. Peut-être, je sais plus. Mais toujours je me rappellerai qu'en regardant les disciples de Shaw méditer, mon imagination a vacillé. Je me suis imaginé qu'on déposait devant chacun d'eux un mystérieux verre de Kool-Aid, couleur de l'au-delà, qu'on leur demandait de boire parce que c'était mieux ainsi. Et à ce moment-là, j'ai eu comme l'intuition que quelques-uns d'entre eux accepteraient de se soumettre à cette demande. Et quelques-uns seulement, c'était déjà trop. Alors Hugo, on a pris l'habitude de commencer avec notre journaliste invité. Notre juge invité. Allons-y. Très bien. Ben, écoutez, d'abord, j'étais ravi d'avoir des nouvelles de ce maître au show qui a, certaines années d'ailleurs, portait un autre nom, mais qui avait une branche montréalaise qui était quand même relativement active. Je trouve que, bon, d'être allé chercher ce sujet-là, c'est quand même assez intéressant. Je croyais complètement perdu dans la nature. Par ailleurs, au niveau du traitement, j'ai trouvé le propos de Sophie un peu naïf. Employons le mot, comme si elle n'arrivait pas à se situer par rapport à ce sujet. Bon, c'est un Nautilus, c'est un Club Med, c'est Jonestown. On se demande un petit peu quelle approche et quelle critique elle devrait formuler. D'accord, excuse-moi. Oui. Ça va vite, hein? Oui, ben c'est ça. Elle a une approche elle a une vue de l'extérieur, ça c'est clair, puis son point de vue est clair aussi, elle n'y croit pas. Sauf qu'il y a toujours, c'est très difficile de filmer ce genre de choses-là, je crois, parce que ça a toujours l'air cliché et bébête, et c'est ce que ça a l'air. Et moi, je trouve que c'est une approche facile de sa part. Je pense la même chose. Pour moi, c'est superficiel. Moi, par rapport à Sophia, de façon générale, je trouve qu'on dirait qu'elle n'a aucun plaisir aux endroits où elle va. Attention, au Népal, elle a beaucoup aimé les hommes. Ben, on dirait que... Bon, ben tant mieux. Elle a trouvé quelque chose à aimer. Elle a de très beaux yeux. Enfin, combien? Moi, j'ai donné 13. Oh, mon Dieu. 14. Oh, ben, Seigneur. Et 14. Ben, coudonc. 28, 13, 41 pour Sophia Borovchik et son document qui a pour titre « Quand les hommes vivront d'amour ». On est de retour avec Louis Perpignan dans un instant. Bonne année tout le monde. Ben, à toi aussi. Deuxième sujet de Louis aux Philippines, il se sent bien là-bas, c'est un peu comme son deuxième pays, sa mère est originaire de là. Ils n'ont pas vraiment la notion du temps, dit-il, il n'y a pas de stress, ce qui me convient parfaitement, mais je me force pour la course. Le malheur frappe souvent cet archipel de l'insulingue. Le dernier en date est un cyclone qui a ravagé en novembre dernier l'île de Leyte et qui a fait plus de 2000 morts. Alors afin de constater les dégâts, Louis a quitté Manille, la capitale, pour se rendre jusqu'à Ormoc, sur l'île de Leyte. Je suis présentement à l'aéroport de Leyte. Impossible de sortir de cet aéroport puisqu'il y a un typhon à Manille qui frappe la ville, donc tous les vols sont annulés. Et voici, ça fait partie d'une des réalités de la course, l'attente, et voici une façon que les Philippins prennent leur patience en main. Il s'agit de s'abriter, et voici un abri qui fabrique pour ce soir, pour nous loger ce soir, pour nous abriter ce soir. Et voici une des plus belles salles d'attente que je crois qu'un aéroport a nous offrir. Excusez, je dois y aller. Il fallait que je sois à la base militaire de Manille pour me retrouver sur un de ces avions de fortune. Parfois, il faut prendre un de ces vols qu'on doute réellement de sa sûreté. Surchargé de nourriture et de matériel de premiers soins, je me rajoutais à sa cargaison
comme les autres voulant se rendre à ce no man's land. Comme les autres passagers, j'avais peur. Sur les visages était gravée cette crainte. Mais ce n'était pas le vol qu'ils redoutaient le plus, c'est ce qu'ils allaient retrouver là-bas. Ces gens étaient la majorité originaires de Leyte, cette région dévastée par un typhon. Aux dernières nouvelles, on dénombrait 5000 morts et 3000 disparus. Et paraissait-il que le compte augmentait au fur et à mesure que les équipes d'aide humanitaire avançaient vers les villages éloignés. Je n'avais jamais vu un désastre d'une telle ampleur. Je voulais y témoigner, tout en ayant connaissance des risques. Épidémies de choléra, de diphtérie et autres maladies qui surgissent lorsque les corps pourrissent. À mon étonnement, on s'adapte facilement à la mort. Comme les habitants de ce village, j'étais vite devenu indifférent à la charogne qui gisait partout. En essayant de me rapprocher de ces gens à la recherche de leurs parents et de leurs proches, je me suis retrouvé dans cette boue dégageant une odeur horrible. Je ne pensais plus aux précautions qu'on m'avait données avant de partir. Je marchais dans ces zones dites infectées et en voyant ces enfants désemparés par la disparition soudaine de leurs parents, mon cœur se serrait. Les raisons du désastre, destin d'un peuple, on parlait d'exploitation abusive des forêts avoisinantes, d'un désastre écologique. On parlait aussi d'un mauvais sort qui accompagnait le retour d'Imelda Marcos. Le soir, ils étaient là à prier. Ils étaient perdus, ne sachant plus comment continuer. La perte était difficile à supporter, la douleur très présente. Leur espoir était réduit à une prière, à un silence. Il aura sûrement vécu des choses émouvantes aux Philippines, Louis. Daniel, on t'écoute. C'est un sujet très, très dur et je trouve que Louis, pour le traiter, a été très, très sobre. Effectivement, il nous a montré les choses, puis je pense qu'il n'a pas tout montré, évidemment. Il y a vraiment, par contre, malheureusement, un grand problème d'élocution, Louis, de mollesse, d'anglicisme, de mauvaise construction de phrases, qui, moi, des fois, me fait décrocher. C'est dommage. Par contre, je trouve qu'il y a quand même une émotion, effectivement, qui se dégage de tout ça. Micheline. Ben, j'ai trouvé que il y avait un moment qui était presque transcendant, celui où il parle pas. Et j'aurais souhaité que l'ensemble du sujet soit traité de cette façon-là. Je trouve que son commentaire n'est pas nécessaire, que la petite morale de la fin sur le désastre écologique n'est pas nécessaire non plus. Le deuil de ces gens-là devait être assez poignant avec les images qu'il y avait, sans qu'il rajoute par-dessus ce commentaire-là. Hugo? Oui, moi, c'est le type de sujet qui me rend un peu mal à l'aise. J'ai du mal à comprendre ce qu'il est allé chercher là-bas. Le malheur des gens, témoigner de ce malheur-là, c'est ce qu'il dit dans le film. En même temps, ça me paraît un peu voyeur, presque à la limite un peu morbide. Mais est-ce que quelqu'un ici en avait entendu parler aux nouvelles? Oui. Oui, du typhon. On ne voit pas. On voit pas, c'est ça. Bon, enfin. Combien, Hugo? Moi, j'ai mis 14. 14. Micheline? 14. 14. Daniel? 15. 15. 43, donc, pour Mort à Leyte de Louis Perpignan-Huard. Alors voici une nature morte de Coursienne. De Bombay en Inde, Sophie s'est rendue à Hong Kong. On vous l'a dit la semaine dernière, c'est une étape obligatoire pour obtenir un visa d'entrée pour la Chine. Après 2 jours, donc, elle s'est envolée pour Pékin, qu'on appelle aujourd'hui Beijing, capitale de la Chine. Elle va moyennement, nous a-t-elle dit. Ça lui fait penser à Moscou à cause du froid. Elle trouve ça difficile de filmer. Elle trouve que ça ralentit le rythme de tournage. Enfin, voici son film. Chanson est dite, ma langue en est quitte, mais ça pour son voix, ma langue n'y est
pas. Au bout du village, il n'y a pas de maison. Ceux qu'on savent plus large, qu'ils en disent plus long. Je suis allée au marché et je t'ai cherché, mon amour. J'ai parcouru toutes les allées, j'ai scruté tous les kiosques, j'ai parlé à tous les marchands pour te retrouver, mon amour. J'ai joué des coudes avec les autres pour être certain d'être le premier à te repérer. Je me suis rendue ivre et étourdie à force de te rechercher. Et quand je t'ai vu, quand je t'ai entendu, seulement je savais que c'était toi. Je savais que je t'avais trouvé, mon amour. Peut-être êtes-vous comme moi. Peut-être êtes-vous de ceux qui, en arrivant dans un endroit, recherchent les sourires. Alors certainement vous seriez pris de la même frayeur qui m'a poignardé alors que j'ai voulu embrasser Pékin. Elle me renvoyait une image prémonitoire de ce qu'aurait l'air une ville subissant l'hiver nucléaire, avec ce soleil blanc, ces regards inertes et ce smog onctueux qui berce la ville. On dit que si les sourires sont absents, c'est pour que chacun puisse retrouver son individualité dans la masse. Tu fais peur, Pékin. Et pourtant, je me serais aventurée jusqu'au parc de l'Errance, où j'ai croisé des gens qui semblaient tout aussi solitaires, mais plus sereins. Et j'ai vu des arbres vides, sans oiseaux. Ah non, pardon, j'ai vu des oiseaux, mais en cage. Car voyez-vous, au parc de l'Errance, lorsqu'on se rend jusqu'au fond par le petit chemin, on aperçoit des hommes qui promènent leurs oiseaux. Et parfois ils s'arrêtent, s'assoient sur un banc et admirent leurs petits êtres, les regardent de leurs yeux comme si toute la beauté et la volupté du monde se trouvaient dans une cage, comme s'il se trouvait devant eux l'inexprimable. Et ensuite ils se relèvent et s'avancent vers les autres. Les hommes aux oiseaux se retrouvent ici, de façon systématique, de 6h à 8h du matin à tous les matins, avant de rentrer à l'unité. Ils se rencontrent pour se parler, de tout, de rien, du temps qu'il fait, du temps qui passe, du dernier oiseau procuré au marché. Et parfois même, ils se taisent, pour simplement apprécier leur présence mutuelle en écoutant les chants mélodieux. À leur demander pourquoi ils viennent ici, les hommes aux oiseaux raconteront qu'il faut ramener l'oiseau dans son paysage naturel, pour ne pas qu'il se sente coupé de son habitat. Alors on vient au parc. Et pour combler l'être chéri davantage, on l'accroche à une branche à côté d'un de ses semblables. Alors là, me diront-ils, les oiseaux oublient leur cage. Il fut une époque où, sous le règne de Mao Tse-tung, on avait interdit la possession de ces oiseaux, déclarant que les gens passaient trop de temps à les admirer et les soigner. Un temps et une énergie précieuse qui pouvaient contribuer au bon fonctionnement de la collectivité. Et surtout, croyait Mao, ils illustraient trop bien la Chine traditionnelle, qui devait être mise de côté durant cette révolution culturelle. On se mit donc à les abattre. Hé, la petite, approche-toi pas trop. Ils ne te connaissent pas et ton foulard rouge leur fait peur. Ok. Donc un oiseau, c'est personnel. Mais comment fait-on pour trouver l'inclination pour laquelle on se dévouera? C'est simple. On va au marché, on décide si on en veut un pour son plumage, son chant, ou parce qu'il pourra nous avertir si le feu prend à la maison, comme le canari dans la mine. Ensuite, on cherche, et paraît-il, on reconnaît toujours le sien, comme un coup de foudre. Au marché, par malheur, j'ai vu une paire d'ailes s'envoler de sa cage. Et Mao, il faut aller chercher un filet à pêcher les oiseaux. Il y en a un qui s'est échappé dans le paysage de Pékin. Il est 8h du matin au parc de l'Errance. Les hommes aux oiseaux doivent aller travailler aux unités. Ils remballent leur cage et retournent vers la ville. Ouais, de fait, les mangeoires ne doivent pas être toujours bien pleines, hein, à passer les cages comme ça. Micheline, pour commencer. Oui, alors c'est un très joli sujet, très léger, très chinois, je trouve, avec de belles images, une introduction assez sympathique, inspirée de Prévert. Les images sont simples, sont belles. Le rapport un petit peu symbolique de la Chine aux oiseaux est intéressant. Mais j'ai pas plus que ça à dire dessus. Je trouve que c'est un joli petit morceau. Un joli petit morceau. Et Hugo, qu'en penses-tu? Moi, je trouve qu'il y a une poésie, je dirais même une musique dans ce film-là.
on est séduit. Il y a une qualité d'écriture aussi qui est assez exceptionnelle. Et c'est aussi de réussir à percer le mystère d'un peuple relativement secret, relativement fermé. Et c'est un film que j'ai aimé. Bon. Ben, encore une fois, beaucoup de charme, évidemment. Son texte est magnifiquement écrit. Je l'ai trouvé un peu dense. J'aurais aimé ça, des fois, avoir un peu de silence ou autre chose que toujours sa voix qui parlait. Peut-être le chant des oiseaux, ou entre autres. J'ai aimé aussi l'analogie subtile qu'elle faisait entre les hommes en cage et les oiseaux en cage. Ça, je trouve que ça passe en filigrane et c'est pas appuyé. Ça, c'est bien. Alors combien? Moi, je lui ai mis 16. 16. Micheline? 17. 17. 17. 17. Voyons. Alors, 50 pour L'amour est assis sur un banc de Sophie Lambert. Je commence à me demander si on a vraiment le droit. Après les babouchkas, voici un deuxième sujet de Jennifer à Moscou. Au téléphone, elle nous a dit à peu près ceci. Je vis à 100 000 à l'heure. J'ai vécu 10 ans en 4 mois. Je suis heureuse, mais ce que je vis chaque semaine me rentre dedans. Il y a beaucoup d'émotions. C'est très difficile parce que c'est énorme. Elle a rencontré un couple de scientifiques. Elle est allée chez ces gens par hasard un premier soir, sans caméra. Il y avait une très belle atmosphère. Le lendemain, tel que prévu, elle s'y rend de nouveau. Mais entre-temps, eux avaient appris la mort de leur fille. Voici son film. On rencontre des gens. On en rencontre beaucoup même. Mais on fait pas juste les rencontrer. On les envahit. On les interroge. On les viole. On les dévisage avec notre œil électronique. Tout ça pour les condenser dans un 4 minutes. Des fois, c'est dur. Entrez, entrez. Je vous amène en Russie. Nous sommes en train de tourner un film avec des acteurs. L'action se déroule à la fin du XXe siècle. Tous les personnages sont russes. Dans le rôle principal, le professeur Zelensky, grand savant, théoricien religieux, orthodoxe. Etc. Et sa femme, Yulia, psychiatre et artiste peintre. Et quelques figurants qui apparaîtront sporadiquement. Ce sont les disciples du savant. Allons-y, silence, action. Savez-vous qui inventait la recette de... Coupez. Un peu plus d'émotion. Essayons avec le professeur. Allons, un peu de sérieux. Milouchka, savez-vous qui a inventé le recept de la vodka russe? Non, plus vite. Ce recept a inventé mon père avec Mendeleïev à la fin du dernier siècle. Bravo. Coupé, c'est parfait. J'oubliais. L'histoire se passe à Moscou, dans le laboratoire du grand savant Zelensky. Le jour où il révèle à ses élèves le fruit de ses recherches. Il est un peu nerveux. Voici le monde. Voici le globe de le monde. Oui, ben ça, c'est pas nouveau. Coupé. Pauvre professeur. Vous qui croyez avoir découvert le monde, savez-vous seulement que tout ce que vous croyez avoir découvert était passé depuis longtemps chez nous? Écoutez votre femme. Elle vous dira, elle, d'où vient la culture. Écoutez-la. Ces chansons de l'âme russe. Ah, et puis ça suffit avec la mise en scène.
или вновь услышим крик совы. L'espace d'une chanson de Jennifer Aline. Hugo, qu'en as-tu pensé? Oui, ben, un film un peu en deux temps. Au départ, Jennifer joue la metteur en scène, place ses personnages, les interrompt, les manipule, puis les laisse à eux-mêmes et les laisse à nous-mêmes sans qu'on sache véritablement qui ils sont. J'étais un peu perplexe par rapport à ces deux niveaux de regard. Alors, je trouve que c'est un film qui se cherche, quoi. Daniel? Oui, j'ai beaucoup aimé les questions du début et la façon dont elle les a faites, parce que je pense qu'on doit se les poser, ces questions-là, maintenant en cours de course. Qu'est-ce que je fais toujours? Matraquer les gens avec ma caméra? Parce qu'on sent qu'elle rentre dans l'intimité de cette famille, mais par contre, je pressens une émotion très forte, mais que je ne sens pas vraiment dans le résultat de son film. Mais je trouve que ce sont de très bonnes questions à se poser. Micheline, j'accompagne tes propos d'une... balalaïka. Jouer à la balalaïka. Jennifer en a envoyé 2, ça a l'air de t'intéresser. Ah, mon Dieu, oui. Vas-y. Ben, moi, c'est un film qui m'a très ému, puis je ne saurais pas dire pourquoi. Je pense qu'il y a une qualité cinématographique dans les images. Peu importe le procédé qu'elle emploie, je pense que le procédé crée un peu de confusion. Par contre, c'est elle et c'est eux, et c'est le rapport entre les deux. Au-delà des artifices, si tu veux, de mise en scène ou de je ne sais trop quoi. Il y a elle par rapport à eux, et il y a eux par rapport à nous. D'accord. Et par rapport à elle. Et là, il va falloir que je te coupe. Juste une seconde, je pense à l'abat-jour avec les signes zodiaques dessus. Il y a plein de petites choses dans les images qu'elle va prendre qui sont extrêmement éloquentes par rapport, non seulement à ces gens-là, mais à la Russie, à la pièce. Merci, Micheline. Bon. Combien? Moi, j'ai donné 16. 16. Hugo? 14. 14. Et 15. Et 15, 45. Je lui enlève 1 point pour une journée de retard. 44 pour Jennifer Aline et l'espace d'une chanson. Marc nous a envoyé un petit mot avec son film pour la présentation, alors j'y vais. Cette semaine, Marc est au Pakistan, dans une région un peu particulière. Ce sont des zones tribales où aucune juridiction ne s'applique, bref, un no man's land. Paraît-il qu'on pratique régulièrement le kidnapping des jeunes reporters en échange de rançons. Les Pashtuns sont de redoutables et mythiques guerriers très intimidants. J'ai eu la présence d'esprit de me faire accompagner de 2 amis réfugiés afghans et je distribuais les salam alaikum, une espèce de forme de salutation, à tous les 8 secondes. On n'est jamais trop poli. C'est signé Sapré Marco. Voici son film. La Kalachnikov à la main, il fait son chemin en parcourant le Pakistan. Il n'a peur de rien car il connaît bien les ruses des Pashtuns. Marc Forget, c'est son nom, on le chante. Et l'histoire est remplie des exploits de ce coureur des bois. Dara Adam Khel, 1000 habitants, 90% d'illettrés. Des allures de Far West pour ce village où commencent les zones tribales. Engourdis par le long voyage, 3 Pashtuns d'un village voisin se dirigent vers le salon de thé le plus près. Il est 8 heures et la journée s'annonce pénible. Négociations, essais de plusieurs modèles de pistolets, de carabines, de mitrailleuses et de grenades. Depuis presque 200 ans, on vient à Dara pour y acheter des armes. Voici Monsieur Abdul et Monsieur Saïef, acteurs chevronnés qui acceptent de jouer dans mon film. Monsieur Abdul cherche un cadeau pour son fils. Et Monsieur Saïef cherche à arnaquer Monsieur Abdul. Un rôle qui lui est familier. Action! नाले को सुखी तमाचे तमाचे सालो था पुलिस वाला तमाचे तमाचे पूरे खबर हां वदा लागल की तो लागल की ग्रेस वाला तो सारे खबर है बस सुरा दा पाना आना हां
Personne ne sait vraiment quand les Afridis de Dara ont commencé à fabriquer des fusils. Le capitaine Monstuart, en 1809, avait noté que les tribus du coin se baladaient avec des Jezail, mousquets à long baril d'origine turque. 50 ans plus tard, c'est avec des copies de pistolets Lee Enfield que l'on repousse les attaques anglaises. Depuis, le savoir-faire est transmis de père en fils et, vers l'âge de 10 ans, l'enfant modèle de Dara, s'il ne sait ni lire ni écrire, peut sans problème effectuer les 1000 différentes opérations nécessaires à la production d'une Kalachnikov. Dara Adam Khel, Pakistan ke yo 10 wa टुकड़ा खुदाई पैदा करे दा कि दुनिया से जिंदगी भर बे तमाम दुनिया इंडिया फ्रांस इटली जर्मन दा बा याद साथी और कि पदे की कीम हथियार तैयारेगी अगा हथियार हिस खिलाफ बला एजेंसी के न तैयारेगी और इंशाल्लाह मज़दा उम्मीद कहूं कि दरा आदम खेल ता कचेरता हुकूमत से तवान उसराव को हमदर्दी उकरला और देता सामान मिलाओ शो और देश फैक्ट्री ओला गवले उड़ता नो हवाई जहाज़ों बाजार की. C'est la fin de l'après-midi. Les gens de Dara, dont la conviction me rappelle les vendeurs d'assurance, ont fait de bonnes affaires aujourd'hui. Nos 3 guerriers repartent les bras chargés de cadeaux. En moyenne, chaque habitant des zones tribales du Pakistan possède 6 armes à feu. J'ai demandé pourquoi. On m'a répondu qu'il faut bien se défendre. Dara Adam Khel, 1000 habitants, 90% d'illettrés, un principe. En commençant avec notre ami Michel Nangto, il aura tout le temps de dire ce qu'il veut. Alors, justement, je sais pas, pas trop. Alors, moi, je marque un sens du saugrenu qui me charme beaucoup. Ce film-là est comme à la limite du surréalisme. C'est un film, en fait, ce bazar d'armes, cette ville où tout le monde fabrique des armes, c'est assez particulier comme sujet. Son traitement est bon, c'est humoristique. J'ai beaucoup aimé ça. Hugo? Très bon sujet, c'est la monoculture du gun, c'est quand même assez fascinant. On est vraiment transporté les sujets comme on les aime dans la course. Ce que j'aime bien avec Marc, c'est que chaque scène a un sens. Il n'y a rien qui est gratuit dans son film. Et cette façon de désamorcer continuellement les choses les plus sérieuses. Oui, absolument. Et ça s'applique bien dans ce film. Il y a une superbe ironie, et moi je trouve qu'il rend justice aux gens. Il dénonce bien sûr les armes et, si tu veux, la paix fait la guerre, mais il rend justice à ses artisans quand même. Il y a des magnifiques images d'ailleurs de fabrication d'armes et de cartouches, et aussi il y a une façon de ne pas juger et d'aimer quand même les gens qui font partie de son film toujours. Puis une chose que je veux juste dire, ça c'est ma déformation de comédienne sûrement. Nous t'écoutons. Oui, alors je trouve que par moment, quand il fait ses commentaires, il y a une manière de chanter son texte qui parfois, moi, me dérange un petit peu. Bon. Mais je trouve que c'est un excellent film, je lui donne 18. 18, Hugo, combien? 18. 18, Micheline. 18 également. 18, 54, c'est bon, hein? 54 pour Si tu veux la paix de Marc Forgette. Et on écoute maintenant Sophia qui nous annonce les prix qu'il pourrait gagner cette année. Un contrat d'1 an en réalisation à l'ONF. Un stage rémunéré d'1 an à la télévision de Radio-Canada, en journalisme ou en réalisation. 5 000 $ offerts par la Société Radio-Canada et un stage en montage vidéo chez Bellevue Pathé d'une valeur de 5 000 $. Prix du CRDI d'une valeur de 3 000 $. Prix de l'UNESCO d'une valeur de 3 000 $. Prix de l'ACDI d'une valeur de 3 000 $. Prix conjoint du CIAS et de l'Université de Moncton d'une valeur de 3 000 $. Prix du public du journal La Presse d'une valeur de 2 000 $. Jacques Blondin est au bout du rouleau, conscient que ses retards lui font perdre des points et qu'il risque de se retrouver une semaine sans sujet, donc d'avoir 0 et à long terme d'être exclu de la course. Alors face à l'échéancier de cette semaine, impossible de le respecter pour lui,
Jean-Louis Boudou lui a conseillé par téléphone de se planter devant la caméra et de nous parler en guise de sujet pour éviter le zéro. Je voulais une ligne de ce document qu'on a reçu à la dernière minute, une ligne d'alerte qui accompagnait le document. C'est un film dans lequel je me mets totalement à nu. Bon, Denis, il sera pas compliqué pour toi, celui-là. Mixer l'image. Depuis 3 mois et demi, je suis enfermé dans un hôtel de Maniwaki. Et ce que vous voyez, c'est des vieux extraits de La Semaine verte. Tiens, Denis, j'ai un titre. Faux et usage de faux. 3 secondes. Bon, étonnez-vous pas que la présentation dure plus longtemps que prévu. C'est qu'il n'y aura pas de film cette semaine. Alors, continuons les présentations. Moi, c'est toujours Jacques Blondin. Puis, ça va pas du tout. Je vis les pires moments de détresse de ma vie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fuite, pas d'exil possible. Je suis au beau milieu du paradis, quoi. Je me suis tapé 200 km de brousse pour vous raconter ça. Ah, je l'avais, mon super sujet. Super sujet, avec phrase punch, conclusion, tout ça. C'était des vieilles femmes, mon beau titre aussi. Des femmes qui, à la veille de mourir, se réunissent entre elles, se divorcent de leur mari ou se font laisser, enfin. Ils ont dansé devant moi, ils se sont habillés en blanc, Si j'avais insisté un peu, ils se seraient revirés les yeux à l'envers, tout ça. La femme me l'a sorti, la phrase punch. Pourquoi pas divorcer de son mari à la veille de mourir alors qu'on l'a pas choisi? Bon, mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends rien. C'est à tous les jours depuis 3 mois et demi, je remets en question ce que j'ai appris la veille. Mais que sais-je, moi? C'est ce que disait tout le temps un prof à l'université. À Moscou, par exemple, première journée dans une commune d'artistes. Commune idéale, le communisme comme il n'a jamais existé, idéal, projet commun, liberté individuelle, tout. Deuxième journée, je m'aperçois qu'il y a une espèce de Staline qui tient des réunions hebdomadaires. Il y a une espèce de goulag pour les artistes qui font pas son affaire. Troisième journée, je m'aperçois que c'est un gars extraordinaire qui a ressuscité des gens, qui leur a donné un pinceau, un crayon, un marteau, une enclume. Mais quatrième journée, il faut que je fasse un film, mais je ne comprends rien. Tiens, j'ai un autre titre. Ce qu'on sait pas, ça fait pas mal. Marc Forget, avant de partir, il me raconte que la première fois qu'il a lu L'étranger de Camus, il est tombé à la renverse sur son lit, il s'est endormi tout habillé. Ben moi, depuis 3 mois et demi, j'ai l'impression de m'endormir avec 200 sautes de skidoo sur le dos tous les soirs. C'est trop, puis je ne comprends rien, mais que sais-je, moi? Puis je deviens complètement parano. Denis Villeneuve, qui s'est fait le représentant de ceux qui m'aiment, m'appelle hier pour me dire « T'es le meilleur, t'es le plus beau, tu sens bon. » Bon, mais je ne crois pas. Il me dit « L'être humain a des ressources insoupçonnées. » Il va bien falloir que je croie parce que j'ai un film à faire la semaine prochaine, puis... mais ça va pas du tout. Ça prend tout mon petit change pour faire ça, pour me raconter ça. En fait, ce qui est plus dur aussi, je pense, c'est que la vie, c'est 100 fois plus fort que le cinéma ou même la littérature. Et puis le making-of est toujours 100 fois plus puissant, plus fort à chaque semaine. Bon, mais moi, je pense que je vais m'arrêter là. Parce que... Bon, Denis, titre final, Maniwaki. Et puis on touche plus à ça parce que, oui, je me sens vraiment enfermé dans un hôtel de Maniwaki. Dure la course. Oui. Daniel. Et là, on voit en tout cas une grande partie de l'envers de la course, avec, un Jacques qui a de la difficulté à produire à ce rythme difficile et infernal par moment. Moi, je vais te dire, j'ai beaucoup aimé ça. Je suis touchée parce que je trouve qu'il joue vraiment pas.
son corps, son visage, ses yeux expriment vraiment dans quel état il est. Il le fait crûment. J'aime l'image dans laquelle il est. Et aussi, j'aime le courage de se servir de cet état-là, sans fioriture, sans rien. Et les gars aussi peuvent faire ça à la caméra. Oui, il ne faudrait pas le faire à chaque semaine. Non, non, mais c'est là. OK, Hugo. Ben, pour reprendre les termes de Jacques, je ne comprends rien. Je suis perplexe devant ce film. Bien sûr, il pourrait être à Maniwaki, au Sénégal. C'est sûr qu'il nous propose un voyage intérieur, à défaut d'un véritable voyage. Et bon, ce fameux calendrier. Rien à voir avec lui depuis le début. Oui, Micheline. Ben alors, cette confession-là aurait pu être ridicule, mais je pense qu'elle était nécessaire pour Jacques. Je pense qu'on ne piétine pas quelqu'un qui est par terre. Je pense que c'était assez courageux de sa part de faire cette mise au point-là. Et c'est un beau voyage intérieur à Maniwaki. J'ai hâte de... Oui, combien, Micheline? Moi, j'ai donné 15. 15. Hugo, combien? 16. 16. Et Daniel? Puis moi, 17. Puis même, il est capable de faire de l'humour. Il y a 2-3 phrases d'humour dans son affaire. Alors, je dois enlever 2 points à Jacques, hein, encore une fois, pour le retard dans le cheminement de son film. De 48, il passe donc à 46 pour un document qu'on appellera Maniwaki, de Jacques Blondin. Dans le journal La Presse d'aujourd'hui, vous trouverez un coupon. Vous le remplissez et vous nous le retournez par la poste. Un seul coupon par enveloppe. Nous acceptons les facsimilés, mais pas de photocopie. En répondant correctement à la question, vous pourriez gagner chaque semaine un certificat cadeau d'une valeur de 150 $ offert par Ulysse, la librairie du voyage. Vous recevrez en plus un exemplaire du livre La course d'Europe-Asie à destination monde, publié aux éditions Saint-Martin. Et c'est pas tout, puisqu'à la fin de l'année, nous procéderons au tirage du Grand Prix du public parmi tous les coupons reçus. Et 2 personnes s'envoleront alors sur les ailes d'Air France à la découverte de l'Inde du Nord et du fabuleux Kenya. C'est un prix d'une valeur de 16 350 $, une gracieuseté d'Air France et du Club Aventure. En début d'émission, je vous disais qu'on recevait beaucoup moins de lettres critiquant le pointage des juges. Suite au film de Jacques, on vient sûrement de réanimer les discussions dans les chaumières et il y aura sûrement beaucoup plus de lettres dans les semaines à venir. Cela dit, la bonne réponse pour la semaine dernière, c'était 48 ans et demi. Félicitations aux personnes gagnantes. Cette semaine, voilà, personne gagnante. Et cette semaine, nous vous demandons combien d'armes à feu ont en moyenne les habitants de la région de Dara? Combien d'armes à feu ont en moyenne les habitants de la région de Dara? Allons-y maintenant avec le pointage pour cette semaine. Marc Forgette, avec un sujet tourné au Pakistan, a obtenu 54 points. Suivi de Sophie Lambert, L'amour est assis sur un banc, 50 points. C'est Jacques Blondin qui a obtenu la 3e meilleure note, bien qu'il ait perdu 2 points. 46 pour son témoignage. Ensuite, 44 points, Jennifer en a perdu 1, pour l'espace d'une chanson. 43 points pour Mort à Leïté de Louis Perpignan-Huard et 41 points pour Sofia Borovchik, Quand les hommes vivront l'amour. Au classement général maintenant, qu'est-ce que ça donne? Toujours la première position pour Sophie Lambert avec une moyenne de 85,4%. En deuxième, Marc Forgette maintenant. Si tu veux la paix, 84,6 de moyenne. Marie-Claude Harvey est en 3e position, moyenne de 84,2. 4e position, à 78,6, c'est Jennifer Aline. 5e, Sofia Borovchik, 75,9. 6e, Louis Perpignan-Huard, 74,2. 7e, c'est Jacques Blondin, 73,3. Et 8e, 72,8% de moyenne, Gérald Gilbert. Du côté des relâches maintenant, eh bien Marie-Claude quittera bientôt Hong Kong pour Chengdu, qui est la porte d'entrée pour le Tibet. On vous en a parlé un petit peu la semaine dernière. Il est extrêmement difficile d'entrer dans ce pays. L'an dernier, il y a Denis Villeneuve qui avait attendu 2 semaines sans résultat. La relâche de Marie-Claude prend toute sa signification. Aujourd'hui, vous allez voir, elle commente un article de Louise Cousineau qui est paru dans la presse il y a déjà quelques semaines. Je suis arrivée à Hong Kong mercredi pour me faire dire que j'avais manqué Sophie d'une journée, 24 heures. Je l'ai donc pas vue, mais j'ai vu un fax que son père lui a envoyé, puis un article de la presse qui parlait de nous autres. Ça fait drôle de se voir dans les journaux. Ça fait drôle de penser qu'il y a du monde qui parle de nous autres à Montréal. Mais ce qui fait le plus bizarre, par exemple, c'est de savoir qu'on fait partie d'une compétition du sentiment exprimé. Mes sentiments qui compétitionnent avec ceux de Sophie, Jennifer, Sophia, Louis, Jacques, Marc, Gérald. Je fais un film par semaine, et chaque film est un accouchement où j'y laisse un peu de moi, de ce que je crois, de ce que j'ai. Si mes sentiments y transparaissent, ce n'est pas pour nourrir les critiques des juges d'une drôle de compétition émotive,
mais c'est parce que j'ai envie de vous les offrir, à vous. Un genre de care package un peu fragile et plus ou moins bien enveloppé, mais toujours à vous. Et si on est plusieurs à vous les offrir, ça ne nous en fait que plus à déballer. Bonne fête hebdomadaire, affectueusement, non, disons-le, sentimentalement vôtre, Marie-Claude. Alors voilà pour Marie-Claude. Maintenant, certains se rappelleront peut-être d'un chandail qu'on avait envoyé à Jacques, qu'il avait donné à Sophie, qu'il avait remis à Gérald et... Bonjour à tous, particulièrement à chez nous, à ma tante Yvonne, à Mario, Michel, Valérie. Continuez de m'écrire, j'aime bien ça. Sophia aussi en reçoit beaucoup de courriers. Elle arrive des Himalayas. En passant, Sophia, j'ai un petit cadeau pour toi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça, Gérald? Prends-le, c'est un cadeau. Je te remercie. J'ai toujours aimé ça, le baseball. Puis ça me fait quelque chose pour ma prochaine relâche. Parlant de relâche, moi puis Marie-Claude, on l'a toujours en même temps. On peut-tu se mettre en équipe? Hein, ma belle brune? Voilà, ainsi s'achève l'émission. Micheline, tu as l'air d'accord avec le classement quand tu regardes ça, là? Oui, tout à fait. Je trouve oui. ça intéressant, comment ça se répartit. Je trouve ça assez juste, finalement, considérant l'hétéroclitisme des juges. Oh, diantre! Et Daniel, grâce ou à cause de toi, nous aurons des lettres, j'en suis convaincu. Juste ça provoque des réactions, c'est sûr. La semaine prochaine, où seront-ils? Gérald de Gilbert est sur l'île de ses rêves, l'île Maurice, dans l'océan Indien. Marc Forgette devrait être en Afghanistan. Jennifer Aline est à Paris. Sofia Borovchik est en Égypte. Jacques Blondin est encore au Sénégal. Et Marie-Claude Harvey devrait normalement être à Lhasa. C'est au Tibet. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Bonne semaine. On se retrouve dimanche prochain. Au revoir.